Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue dans ce nouveau podcast de sports. Nous avons avec nous un invité de marque, en la personne de coach Landry Bikai, entraîneur de l'ASC Panther de Tolizi au Congo, camerounais, mais coach Léopard, plutôt. de Léopard, pardon, Léopard, coach au Congo, camerounais, mais basé au Congo. Ouais. Michel Ateba, notre représentant sports au Cameroun, en même temps animateur dans la radio volume 3 pour la partie sports. John Atisso qui aurait pu nous rejoindre, mais il est dans la salle de presse et c'est très bruyant, donc on ne l'aura pas pour cet enregistrement. Donc, on a trois sujets intéressants aujourd'hui à aborder, qu'on aimerait partager avec vous. Le premier est sur le Ghana, à savoir pourquoi le Ghana est sorti si tôt de cette compétition. Est-ce qu'il y a une crise au Ghana? Est-ce que le Ghana doit se renouveler? Le deuxième sujet, c'est sur le Cameroun. Donc, on va analyser sur le prisme de la donnée, des data, des stats, le match entre le Cameroun et le Cap-Vert. On va analyser les données de manière chiffrée avec le coach Landry et Michel pour comprendre les forces et faiblesses du Cameroun et voir si le Cameroun peut aller loin dans cette compétition. Et le troisième sujet, c'est sur les fan zones du Cameroun. Les fan zones de la CAN ont l'air d'être plus populaires que les tribunes des stades. Pourquoi les gens préfèrent plus facilement aller dans les fan zones que d'aller dans les tribunes au stade? Donc on va essayer de comprendre pourquoi avec Michel et coach Landry. Première question pour le coach par rapport au Ghana. Coach, qu'est-ce qui se passe au Ghana? Pourquoi le Ghana n'a pas pu aller plus loin dans cette compétition? Ok, Roger, moi je vais revenir dessus parce que je vais m'appuyer sur deux leviers. Le Ghana est une équipe qui est en fin de cycle quand on regarde comment cet effectif est composé. Premier élément. Deuxième élément, le jeu plus individuel, plus individualiste que collectif. Le sélectionneur n'a pas assis son contenu sur une équipe. Il n'a pas assis son contenu sur un bloc cohérent. Quand je regarde le match, par exemple, contre le Gabon, où c'est André Ayou qui débloque le match en ouvrant le score sur une action individuelle, on peut dire une demi-occasion qu'il arrive à matérialiser, à concrétiser, et puis derrière il n'y a plus grand chose. Donc cette équipe est en fin de cycle. Forcément, je pense que le Ghana qui a toujours eu à compter sur leur catégorie de jeunes, il y aura peut-être un passage à vide qui prendra une canne, peut-être moins pour se reconstituer, mais quand on sait tout au moins que cette équipe est toujours en lice pour la qualification pour la Coupe du Monde, donc il va falloir rester un peu prudent tout en espérant que peut-être le Covid et la préparation de beaucoup de sélections qui ont été impactées par la pandémie a fait que le Ghana est arrivé dans des conditions d'impréparation qui ont fait que le début de compétition était difficile pour eux. Mais en gros, je retiens deux éléments. L'équipe du Ghana est en fin de cycle. Les cadres, les frères Ayou, les Partey et autres, c'est des joueurs qui ont optimisé. Maintenant, ils sont tous sur la pente descendante. Donc, il va falloir renouveler. Et le jeu qui n'était pas assis sur un contenu qui devait faire plus l'équipe que les individualités. D'accord, merci coach pour cette belle analyse. Donc on retient que c'était pas attendu, mais que c'est justifié qu'aujourd'hui le Ghana, ses individualités sont plutôt dans une pente descendante et que le Ghana va devoir se renouveler. Mais on a retenu coach qu'il ne faut pas les enterrer parce qu'ils sont toujours en lice pour les éliminatoires pour la Coupe du Monde au Qatar. Donc Tout à fait. J'aurai encore l'occasion d'en parler en anglais avec notre représentant Evelyne Edefe au Nigeria, parce que ça fait partie d'un sujet de notre podcast version anglaise. Mais le Ghana, aujourd'hui, est en fin de cycle et doit se renouveler. Fini les époques d'Abdi Pelé et compagnie, ses enfants eux-mêmes sont en fin de cycle. Donc, le Ghana doit se renouveler. Merci, coach, pour ça. Michel, que penses-tu de la prestation d'Ayou? Est-ce qu'aujourd'hui, Ayou n'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt au Ghana et qui a fait que le Ghana a mis du temps avant de comprendre qu'il fallait que le Ghana se renouvelle?
je pense que la question ne se pose plus d'autant plus que Ayou Pelé sort par la petite porte. L'équipe sort par la petite porte. Lui-même, il sort par la petite porte. Vous savez très bien que il a écopé d'un carton rouge hier à la 25e minute pour une vilaine, disons-le ainsi, faute. Et cela s'est manifesté aussi lors de la rencontre contre le Gabon, où il n'a pas prêché, n'est-ce pas, par l'exemple. Il aurait pu prendre également un carton rouge contre cette formation gabonaise, mais il a eu un carton jaune, mais voilà, il a eu beaucoup de chance. Donc, écoutez, moi je pense que André Ayou est venu jouer cette compétition avec, on va dire quoi, avec peut-être la nostalgie de l'ancien joueur qu'il fut ou alors qu'il a été par le passé. Est-ce un secret de dire que aujourd'hui, même encore, en Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis. Ce n'est vraiment pas ça. Lorsqu'on commence à jouer dans ce pays-là, on est en train de sortir. Et je pense que Ayou, honnêtement, c'est là justement qui cachait la forêt au sein de cette formation. Malheureusement, le coach, le sélectionneur ghanéen, n'a pas assez pris de recul, pour ne pas dire, n'a pas eu assez de courage. Oui, tout à fait. Oui, donc le coach, Michel qui a un souci de connexion, donc le coach, donc Michel, après son comprend, le coach gabonais aurait dû être courageux et mettre le pilier, le capitaine du Ghana un peu à la touche pour donner la chance aux jeunes dès maintenant. Coach, qu'est-ce que tu en penses, coach Landry? Est-ce qu'il aurait dû, il aurait dû sortir Ayou très tôt dans ce tournoi? Oui. Je pense que il a manqué un peu de poigne parce que il faut reconnaître aussi c'est un ancien sélectionneur qui a fait des bons moments avec cette équipe. Peut-être il a cru qu'en s'appuyant avec ses anciens cadres qui hier ont éclaboussé le continent par leur talent. Sans toutefois oublier une chose, le temps passe, la performance décroît et s'il a basé son jeu et son équipe sur ces joueurs qui sont sur la pente descendante, ça a donné forcément le résultat qu'on a eu. Bon, mais il a manqué aussi à un certain moment un peu d'humilité parce que le match qu'ils ont joué hier, ils l'ont gagné avant de l'avoir joué. C'est ce qui les a fait c'est ce qui les a fait faire cette contre-performance parce que quand on revoit Ayou après le match contre le Gabon, le match nul contre le Gabon, à la conférence de presse, il s'est projeté directement sur le match contre le Comore et où il disait que forcément ils vont prendre 3 points. Donc si dans la tête ils avaient gagné ce match et que le match s'est compliqué après, donc je conclus que à un certain moment, cette équipe pour cette CAN, il les a manqué d'humilité pour aborder le match contre le Comore. Mais en gros, nous l'avons dit, cette équipe est enfin, il va falloir renouveler. C'est au coach d'avoir les tripes, les couilles pour être capable de mettre ces joueurs qui ont fait la gloire de cette équipe il y a 5-10 ans en arrière et qu'il jette son dévolu sur les jeunes joueurs qui nous voyons tous dans plusieurs émissions, dans plusieurs championnats en Europe qui crèvent l'écran. Ok, je suis tout à fait d'accord avec toi, coach Landry. À un moment donné, il faut savoir renouveler, et quand il faut renouveler, ça passe forcément par sortir les cadres du groupe. Et le fait que le Ghana, et tu as tout à fait raison, ait pris les Comores un peu de loin, quelque part, ils ont été piégés par leur propre position. C'est cet orgueil qu'ils avaient de penser qu'ils... Vous inquiétez pas, on a mal joué pendant les 2 premiers rounds, mais le troisième contre les Comores, ça va bien se passer, on va gérer. Résultat des courses, ils sont sortis. Pas une équipe du Comore qui a fait l'exploit. Donc, tant mieux pour le Comore, tant pis pour le Ghana qui rentre à la maison. Le deuxième point, la deuxième partie, je vais mettre en pause parce qu'on a perdu Michel pour lui permettre de revenir. Alors, parlons maintenant, coach et Michel, parlons maintenant du Cameroun. On va aborder le Cameroun et on va discuter du match entre le Cameroun et le Cap-Vert, un partout, et en s'appuyant sur les stats. On va s'appuyer sur les stats de la plateforme SofaScore. Cette plateforme nous donne des stats assez intéressantes sur ce match-là. En résumé, ensuite on va en discuter en détail. On voit qu'en termes de possession, le Cameroun avait 64% de possession, le Cap-Vert 36%. En termes de tir au but, le Cameroun a tiré 14 fois au but, alors que le Cap-Vert a tiré 4 fois au but. En termes de tirs cadrés, le Cameroun a cadré 3 tirs, le Comore 2. Les tirs non cadrés du Cameroun, 7 tirs non cadrés, 1 tir non cadré pour le Cap-Vert.
les tirs arrêtés par le gardien, 4 tirs camerounais ont été arrêtés par le gardien. Un est arrêté côté Comore, donc typiquement, Onana en a arrêté un sur 4 qui ont été effectués par le Cap-Vert. En termes de corner, le Cameroun a dominé le corner avec 10 corners contre 4. En termes de hors-jeu, plus rapidement, le Comore a eu 3 hors-jeu, le Cameroun un seul. En termes de fautes, ils ont commis 11 fautes, chaque équipe a commis 11 fautes chacune. En termes de carton jaune, 2 cartons jaunes à 1 pour le Cameroun. Ce qui est intéressant, c'est, j'aime bien cette stat, c'est la chance de dire l'action dangereuse du match. On retient que c'est le Cap-Vert qui a eu l'action la plus dangereuse du match. Donc c'est vraiment intéressant. Le Cameroun n'a pas une action dangereuse dans ce match-là, c'est le Cap-Vert qui a eu l'action dangereuse. Les tirs au niveau de la surface de réparation, il y en a eu 4 du côté du Cap-Vert et 6 du côté du Cameroun. Les tirs en dehors de la surface de réparation, en dehors de la surface, le Cameroun a tiré 8 fois en dehors de la surface, le Comore 0. Donc le Cap-Vert a tiré 4 fois au niveau de la surface, le Cameroun 8 fois en dehors de la surface. Alors, les arrêts du gardien. Il a noté que le gardien du Cap-Vert a eu 2 arrêts significatifs, alors que Onana en a eu 0. Ok. Alors, parlons des passes. En termes de passes, le Cameroun a fait 462 passes, pendant que le Cap-Vert en faisait 268. Maintenant, en moyenne de passes, on est sur une moyenne de 87% d'efficacité de passes côté Cameroun, contre 73% d'efficacité, donc typiquement des passes qui ont abouti. D'accord. Donc le Cameroun a montré une belle efficacité, 87% de passes réussies pour le Cameroun contre 73%. On voit aussi que le Cameroun a joué pas mal long, a joué plus long que le Cap-Vert. Le Cameroun a joué 64% de ses ballons en termes d'efficacité. Pardon. Le Cameroun a fait 53 passes longues contre 55 pour le Cap-Vert. Et en termes d'efficacité, sur les 53 passes, il y en a 34 qui ont atteint leur cible, donc qui ont été efficaces, donc qui ont été directs vers un joueur camerounais. Alors que le Cap-Vert, sur les 55 côté Cap-Vert, ils n'en ont eu que 22 qui ont atteint la cible, qui ont été atteints par un joueur du Cap-Vert. Alors, rapidement, on ne va pas rentrer dans le détail. Moi, personnellement, de ma lecture, c'est une lecture qui montre que le Cameroun a dominé le match, mais que le Cameroun a manqué d'efficacité. Alors, je ne sais pas si c'est la même lecture. Je laisse la parole à coach Landry par rapport à ces stats-là que tu as de ton côté. Coach, que penses-tu de ces stats? Qu'est-ce que tu peux nous relever sur ce match? Ok, Roger, les stats, c'est des indicateurs. Il faut s'appuyer sur des stats pour préparer ou bien pour organiser un match. Mais c'est pas tous les éléments qu'on peut prendre dans un match. C'est pas tous les éléments qu'on peut prendre dans ces stats-là. Moi, je m'arrêterai sur 2 ou 3 éléments majeurs qui démontrent que nous avons énormément d'insuffisances, que ce soit dans ces stats, on ne montrera jamais des passes récupérées, reperdues, mais ici, ça ressort. Duel gagné. 50 duels gagnés pour les Cap-Verdiens et 40 duels gagnés pour les Camerounais. Déjà, au duel, au niveau de l'impact, ça veut dire que eux, ils étaient plus agressifs que nous. Ils ont gagné plus de duels que nous. Et quand il faut gagner, il y a des éléments sur lesquels il faut appuyer. Nombre de ballons interceptés, nombre de ballons récupérés, nombre de ballons perdus, Le Cameroun a perdu 124 ballons contre 113 ballons pour les Cap-Verdiens. Donc, sur le plan technique, on a beaucoup d'insuffisances techniques. Donc, c'est des éléments. Donc, sur la qualité technique, il faut regarder nos milieux de terrain. Ils récupèrent beaucoup de ballons et ils les repèrent aussitôt. C'est peut-être qu'au niveau du jeu, tu ne peux pas avoir un jeu fluide parce que tu ne peux pas espérer jouer quand le ballon est entre les pieds de ton adversaire. Et quand tu récupères le ballon et que tu les repères et que tu les repères rapidement, au niveau de l'impact, au niveau de la conquête, les Cap-Verdiens ont été plus conquérants que nous. Moi, je dis, on a fait un très bon match nul contre le Cap-Vert. Le contenu était coup-ci, coup-ça, mais je pense que pour les prochains matchs, si on représente ce genre de fiche face à des adversaires légèrement un cran au-dessus du Cap-Vert, on sera
très mis en difficulté. Bon, mais comme le Cameroun aura, par rapport à son adversaire de lundi, 2 ou 3 jours de récupération d'avance, le Cameroun a joué lundi, il rejoue lundi. Jusqu'à présent, on ne connaît pas son prochain adversaire. Peut-être son prochain adversaire sortira des poules d'aujourd'hui ou bien de demain. Vous voyez que en termes de récupération, le Cameroun a récupéré 3 jours. Donc, en termes de préparation des huitièmes de finale, s'ils sont objectifs et cohérents, j'espère qu'ils doivent comprendre et commencer à préparer sereinement le match de huitièmes de finale avec des éléments un peu plus corsés que ceux qu'ils nous ont présentés au premier tour. Il n'y a pas que le match du Cap-Vert. Sur l'assise défensive, j'ai dit lors de mes interventions dans d'autres sites que le Cameroun présente beaucoup d'insuffisances. Et ça se démontre au niveau des duels. Tu ne peux pas gagner un match quand tu perds beaucoup plus de duels. Le Cap-Vert a gagné plus de duels qu'ils ont perdu. Et j'espère que d'ici lundi, le staff technique et le sélectionneur en chef trouveront des parades pour réduire. Oui, tout à fait, coach. On est tout à fait en ligne avec toi. Ça fait depuis un moment qu'on souligne les faiblesses du Cameroun au niveau du milieu. Michel, quelle est ta réflexion sur ces stats-là? Non, écoute, Roger, je pense que Landry a fait un ramassis au niveau de l'analyse, peut-être à moins d'entrer ou alors de revenir sur ces mêmes stats-là. Moi, je parlerai, oui, le Cameroun a dominé. Les statistiques sont claires, que ce soit en termes de possession, que ce soit en termes d'arrêt, n'est-ce pas, des ballons de la part du gardien, ça c'est clair. Mais vous voyez bien que, tu vois bien, autant que moi, que le Cameroun a certes dominé, mais a été moins réaliste que l'équipe qui était en face. Oui. Le Cap-Vert n'a pas eu besoin de toutes ces statistiques-là pour pouvoir lober ou alors pour pouvoir loger un seul but au Camerounais. Et aujourd'hui, le match nul du Cap-Vert, n'est-ce pas, lui donne toutes ses chances de se qualifier pour le second tour. C'est vrai que nous sommes également qualifiés. Donc, moi, je voudrais dire que les stats, le coach l'a si bien dit, c'est vrai, ce sont des indicateurs, mais la réalité ou alors la concrétisation des actions sur l'aire de jeu, c'est autre chose. Tu vois très bien que le Cap-Vert qui a joué peut-être, qui a eu moins de statistiques que le Cameroun, mais au finish, on voit bien que le résultat est là et on a même l'impression que le Cap-Vert a, comment dirais-je, en deuxième période, le Cap-Vert a failli un tout petit peu, n'est-ce pas, créer la sensation pour ne pas dire la surprise. Donc, je pense que les stats, c'est bien pour les statisticiens, c'est bien pour, on va dire quoi, animer certaines émissions, mais sur le terrain, eh bien, le résultat est là. C'est le Cap-Vert qui se grandit parce qu'un match nul contre le Cameroun qui est le organisateur, moi, je pense que ça marque les esprits. Merci, Michel, mais je retiens. Roger, je vais ajouter un élément en 2 secondes. Oui, vas-y, coach. En ce qui concerne la position, posséder le ballon ne veut pas forcément dire qu'on a gagné ou bien qu'on a dominé un match. Donc, quand on regarde la position, le Cameroun est loin, mais quand tu regardes le match, il y a un élément indicateur. Grande chance, on met dans grande chance, une grande chance et 0 grande chance pour le Cameroun. Encore plus que le but qu'on marque, c'est un coup de pied arrêté et Aboubakar reprend le deuxième ballon, on renvoie, il reprend le deuxième ballon. Donc sur le plan du jeu, il n'y a pas eu une grosse occasion de la part du Cameroun. Bon, mais pour la suite, il faut rester prudent, il faut rester inquiet. Je pense que pour la suite, si on représente ce genre de copie, je ne dis pas que ce sera préjudiciable, mais je dis attention, et au staff de rester prudent. Alors, moi, tout à fait. Je confirme, n'est-ce pas, ta réaction ou alors ton argumentaire. Enlevons le but d'Aboubacar. Qu'est-ce que le match donne? Un but à 0 en faveur du Cap-Vert. Je le pense. On est d'accord. C'est bien pour ça que je voulais qu'on analyse d'un point de vue des stats, parce que visuellement, comme ça, on aurait pensé que le Cameroun a dominé. Mais quand parce que Michel, tout à l'heure, tu disais que les stats, ce sont des stats. Mais les stats, ce sont la réalité de la production d'un match. D'accord? Les stats ne viennent pas après. Je suis d'accord. Donc, c'est pour ça que si je prends les stats, je regarde que le Cameroun a joué long, a joué long pas mal de fois. Donc, c'est-à-dire que 53 fois, nos milieux ou nos joueurs ont joué long au lieu de jouer court. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Cameroun n'a pas un fond de jeu qui est capable de contrôler le milieu. Et c'est un problème que je sais depuis un moment. Le milieu du terrain du Cameroun est une faille aujourd'hui et c'est pas sûr qu'il soit tenir face à comme disait Coach Landry, à des pays
plus huppé, plus dominant au milieu. Après, l'autre partie de la partie statistique qui m'interroge, c'est que le Cameroun a essayé, alors peut-être parce que le Cap-Vert était retranché derrière, mais a essayé 8 tirs en dehors de la surface. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est un aveu d'impuissance? Donc, c'est vrai que le Cameroun, et c'est peut-être une note positive, Non, si le Cameroun... moi, je parlerai peut-être d'un manque de réalisme, simplement. Bah, est-ce que demain, le coach Landry Michel, si le Cameroun joue contre une équipe qui est au même niveau, donc qui va aussi essayer de dominer le Cameroun, ça ne serait pas plus nécessaire que le Cameroun, comme je l'ai déjà relevé, joue en contre? Parce que le Cameroun, quand il joue le Cameroun, joue en contre, est plus dominant que quand le Cameroun a la possession. Oui, mais Roger, ça semble être je partage ton dernier point de vue. Ça veut dire que le Cameroun a une équipe telle qu'elle est constituée, une équipe pour la contre-attaque. Parce que quand tu regardes comment le devant est composé, Mouminga Maleu, il va très vite dans les espaces. Toko Ekambi prend bien les espaces. Aboubakar Vincent qui conclut quand ça arrive sur le côté. On a une équipe qui contre-attaque bien, mais on n'a pas une équipe pour la possession. On n'a pas une équipe pour un jeu de possession. Pour essayer de produire du jeu. Bon, on a peut-être vu une partie du match avec du match contre l'Éthiopie, mais c'était l'Éthiopie. Mais il y avait une autre pièce de valeur qui n'a pas fait partie du dernier match, Choupo-Moting, qui peut amener la qualité de la passe, l'agilité dans la passe. Mais quand tu sors Choupo-Moting, les trois qui constituaient le cœur du jeu du Cameroun contre le Cap-Vert, c'est pas des joueurs qui sont capables de tenir le ballon. Oui, tout à fait. Il prenait le ballon et cherchait systématiquement dans la rue. Exactement. Et donc, on revient toujours à Choupo-Moting, qu'on en a parlé hier aussi. Ça fait 3 fois de suite qu'on parle de Choupo-Moting. Si le coach ne comprend pas l'importance de Choupo-Moting dans le dispositif tactique du Cameroun sur le corps du jeu, comme tu dis, coach, on va se retrouver à toujours perdre les ballons rapidement. Et aussi bien contre les petites équipes que contre les grandes. Moi, je pense... Oui, Michel. Écoutez, le cas Choupo, vraiment en quelques minutes, le cas Choupo, j'ai eu à l'expliquer au coach de la Médicaille, n'a rien à voir avec, on va dire quoi, je ne sais pas si je dois dire l'aspect sportif, parce que Choupo motive tout le monde est unanime, n'est-ce pas, de son implication dans le jeu. Mais tout le monde est plutôt surpris par le fait que l'entraîneur semble ne pas lui faire confiance. Je ne voudrais pas révéler des choses ici, nous sommes dans un podcast très sérieux, mais je pense que si ça continue comme ça, je serai obligé de dire un certain nombre de choses qui concernent justement ce joueur ou alors son père qui est l'agent du joueur et l'entraîneur actuel qui est M. Conceição. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça si vous avez un joueur de la classe de Choupo qui a démontré, n'est-ce pas, sa grande classe, si je le dis encore, contre l'Éthiopie et qui ne joue pas contre le Cap-Vert, alors qu'on a bien vu que le turnover, entre guillemets, que l'entraîneur a voulu mettre en place n'était vraiment pas ça. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu laisser, par exemple, un Choupo-Moting à l'attaque avec un Aboubakar et un Toko Ekambi et de faire reposer d'abord Mouminga Maleu pour le faire entrer après? Pourquoi est-ce que Choupo-Moting combat carrément à la touche? Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas encore dire pour le moment, mais au fur et à mesure que la compétition va grandissante, on sera obligé de le mettre au grand jour pour que le public comprenne le problème Choupo au sein de cette équipe nationale du Cameroun. Merci Michel, merci. Bon, on réserve ça encore parce que c'est une interrogation qu'on porte depuis maintenant 2 matchs, même 3 matchs. On verra. Mais j'espère que pour le bien de la compétition et pour le succès du Cameroun, que le Cameroun, vraiment, comme dirait le coach, muscle son milieu. Parce que le milieu, on va parler à la défense, mais le milieu est là où l'action de jeu, à la fois en phase de possession, en phase défensive, doit se situer. Et si on n'a pas des milieux qui sont capables de juguler les attaques et lancer les attaques vers l'adversaire, sans perdre les ballons, parce que le taux de perte de ballon est quand même assez important. Moi, je trouve quand même ça, c'est ahurissant que le Cameroun perde 124 ballons sur 462 passes. C'est clair que c'est beaucoup. Donc, il y a un vrai problème pour tenir le ballon au milieu. C'est énorme. Donc, il y a un vrai problème. Donc, si le coach ne s'en rend pas compte et n'essaie pas d'apporter les mesures pour faire en sorte que le milieu soit plus stable, on va avoir des vrais soucis en 8e, voire dès les 8e. Donc, voilà. Ça, c'est pour ça. Oui, mais Oui, Michel.
le plus surprenant dans l'affaire Roger, sans tout couper, c'est que peut-être que, puisque on peut être entraîneur principal, mais on n'a pas le coach l'a dit, Mika est mieux placé, on a ses adjoints. Au sein de je suis un peu gêné vraiment d'en parler, parce que puisque au sein de cette équipe, de cette sélection, le premier adjoint normalement de M. Conceição est un Camerounais et s'appelle M. François Omampiik, qui a été un très grand attaquant. Donc il est mieux placé pour, n'est-ce pas, pouvoir conseiller Conceição par rapport à la situation d'Éric Marcin Choupo-Moting, par rapport à son implication, par rapport à ce qu'il apporte, n'est-ce pas, dans le jeu camerounais. Je le dis encore, on l'a tous vu contre l'Éthiopie, on l'a tous vu lorsqu'il est entré contre le Burkina Faso. Moi, je pense que cette réflexion devrait être davantage mûrie au sein du staff technique d'abord, avant que cela ne soit porté, n'est-ce pas, sur l'heure de jeu. Ok, merci pour cette discussion sur ce sujet. Donc, on reparlera du Cameroun, ça c'est clair. Maintenant, le troisième sujet, c'est sur les fan zones. Pourquoi les fan zones aujourd'hui sont plus populaires que les stades, les gradins des stades? Pourquoi les gens préfèrent aller dans les fan zones qu'aller au stade? Michel, as-tu une explication? Alors, première raison, et peut-être que la raison pourrait être discutable. D'abord, ce que nous devons savoir et comprendre, c'est que dans les fan zones, c'est ouvert. C'est ouvert, il n'y a pas de protocole. On ne vous demande aucun pass sanitaire. Rien du tout. Au contraire, vous êtes parfois, il y a des commodités, il y a certaines commodités qui, voilà, pour ceux qui lèvent un petit peu, entre guillemets, le coude, au Cameroun, c'est comme ça qu'on appelle vulgairement les buveurs de bière, permettez, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est pratiquement la première raison. Ça veut dire que l'endroit ou alors l'espace, il est ouvert pour tous et il n'y a pas de protocole. Donc les gens se sentent libres d'y aller dans les fan zones en grand nombre, parce qu'ils savent qu'on ne va pas leur demander un billet qui coûte 3 000 francs, qui coûte 6 000 francs, qui coûte 10 000 francs. On va pas leur demander un pass sanitaire ou alors une carte de vaccination qui c'est vrai être gratuite ici, mais le monsieur, lui, ne veut pas peut-être se vacciner, alors lui veut voir son match et on lui demande une carte de vaccination alors que lui ne veut pas. Voilà un peu une ou deux raisons qui fait en sorte que les gens convergent beaucoup plus dans les fan zones qui sont gratuits et où ils trouvent, n'est-ce pas, un certain nombre de commodités. Ils peuvent boire une ou deux bières, ils peuvent boire un ou deux jus, ils peuvent manger ci, ils peuvent manger ça et regarder, n'est-ce pas, la rencontre avec un grand nombre, que ce soit en famille ou alors avec des amis. Et il n'y a pas de protocole, il n'y a pas d'argent qu'on débourse en tant que tel. Voilà, entre autres raisons fondamentales qui font en sorte que les gens convergent beaucoup plus vers les fan zones que dans les stades où il y a un certain nombre, on va dire quoi, des restrictions. C'est vrai que ça commence déjà un tout petit peu à être réduite, mais voilà un peu les raisons, voilà la raison fondamentale qui fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de monde dans les fan zones que dans les stades. D'accord, ok, ça c'est une raison, je pense que c'est la principale raison, c'est le fait qu'il n'y ait pas de contrôle, comme tu l'as dit Michel. Alors, je posais la question à coach Landry, comment faire pour que les gens aillent au stade? Parce qu'on a vu l'action du gouvernement, les mesures qu'a pris le gouvernement pour pouvoir libérer les gens pour qu'ils aillent au stade. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour que les gens, vraiment à partir des huitièmes maintenant, des phases d'élimination directe, où il y a l'engouement, où il y a de l'attention, il y a de l'enjeu, comment faire en sorte que les personnes aillent au stade et non dans les fan zones? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, Michel a inventorié les multiples problèmes qui font à ce que les gens ne vont pas en masse au stade. Bon, je vais revenir sur juste un ou deux détails. Le pass sanitaire. Les Camerounais attendaient énormément de cette CAN. Les Camerounais attendaient énormément la CAN. De telle manière que tout le monde était mobilisé. Le premier élément qui a déstabilisé, qui a démobilisé les Camerounais, c'était la vaccination et le pass sanitaire, c'était la vaccination. Ça, c'était le premier élément. Et pourquoi les fan zones? Les fan zones, c'est parce que c'est centre-ville. Les stades sont dans les périphéries. Je prends par exemple le stade de Japoma. C'est à l'extrême est de la sortie de la ville, à l'entrée de la ville de Douala. Donc imaginez, j'espère que vous pouvez avoir la carte. Si vous regardez Bonaberi et Japoma, c'est à l'opposé. Oui. Par contre, l'ancien stade qui est le stade de la réunification est pratiquement au milieu des deux trajets. Ce qui fait qu'avec 500 ans, tu es au stade. Il y a ça. Il y a deuxième chose, il y a le coût. 3 000 francs, quand quelqu'un s'assoit quand les Camerounais sont assis dans leur fan zone, avec 3 000 francs, il a son morceau de porc, il a ses 2 bières, il a son transport pour rentrer.
Oui, Donc, quand tu le casses la tête avec la vaccination, il ne pense plus. Je pense plus qu'il est motivé pour arriver de ce côté-là. Oui. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens viennent au stade? Il y a l'autre élément qu'on oublie. Il y a énormément d'embouteillages pour avoir accès à Japoma. Si tu pars de Koti ou Japoma le jour du match, il faut t'attendre à faire au moins 2 heures ou bien 3 heures pour arriver au stade. Même chose à la fin du match pour retrouver ton domicile. Première chose, essayer de fluidifier la circulation de telle manière que ceux qui vont au stade puissent avoir, que ce soit en voiture, en moto ou à pied, puissent avoir accès à Japoma. Quand tu arrives au carrefour Yassa, c'est un embouteillage monstre. Comment résoudre ce problème? Ce sont ces problèmes-là qu'il faut résoudre. Il est bien vrai que le gouvernement aujourd'hui a fait des efforts par rapport aux horaires, parce que quand un match est à 14 heures, un commerçant qui a sa boutique en Bopi ne fermera pas sa boutique pour aller regarder un match prenons le cas des matchs qu'il y a eu à 14 heures à Japoma, Algérie, Sierra Leone. Bon, un gars te dira que non, moi je ne peux pas. Mais si ce match est à 18 heures, il va fermer à 15 heures, à 16 heures, il va prendre la route, il va arriver. Mais maintenant, comment arriver? Il va peut-être falloir mettre des cars des cars qui vont faire uniquement ces trajets-là. On voit, par exemple, la société de transport Socature. Ils ont des bus. On met des bus qui vont orienter la population vers ces côtés-là. C'est des zones, c'est une zone qui n'est pas accessible. C'est une zone qui n'est pas accessible parce que la circulation n'est pas fluide et le coût de transport, les moyens de transport ne sont pas aussi accessibles. C'est autant de choses qu'il va falloir résoudre. Le gouvernement a fait un pas et j'espère que à partir du prochain match, le match de demain, ce sera à 17h. On espère que un effort des populations vont commencer à se rendre puisque le pass sanitaire commence à être vu de moins en moins et le reste viendra tout seul. Attendons voir pour le match de demain et voir la suite. Landry, justement, juste pour ajouter un peu de l'eau à ton moulin, Landry, peut-être, excepté la question du pass sanitaire, est-ce que vous savez, là c'est le reporter qui parle, est-ce que vous savez, par exemple, pour la rencontre de jeudi entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire, au moment où je vous parle, les billets, n'est-ce pas, de cette rencontre sont presque finis dans le circuit normal de l'achat des achats ou alors de l'achat des billets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 jours avant, le Camerounais lambda devrait se rassurer qu'il a déjà son billet. Et ce n'est pas une chose facile. Le jour du match maintenant, vous n'avez pas de billet, un billet qui coûte à l'avance ou alors au départ 3 000 francs devient 10 000 francs le jour du match. Je parle parce que je l'ai expérimenté lors de la rencontre Côte d'Ivoire-Sierra Leone et Algérie, Guinée équatoriale, où j'étais obligé, parce que j'y étais avec mon épouse, malheureusement ou heureusement, acheter 2 billets qui devaient en principe me revenir à 6 000 francs, je les ai achetés à 12 000 francs. Vous voyez donc que tout cela mélangé, ça fait que les gens préfèrent encore plus aller dans les fan zones que d'être confrontés à des tracasseries telles que je viens de l'expliquer. Ok, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres qui font que les gens évidemment préfèrent la facilité, comme l'a bien dit coach Landry, 3 000 francs, je préfère les utiliser dans la fan zone en m'achetant de bière, un sandwich au port et éventuellement payer mon retour. Donc, et maintenant, obtenir le billet au marché noir aux 2 fois le prix original, c'est sûr que beaucoup de personnes ne pourront pas le faire. Donc, et moi, ce que je retiens aujourd'hui, Michel et Landry, c'est que le gouvernement devrait peut-être mettre en place des mesures pour permettre à des gens d'aller au stade avec des bus et sans forcément payer le bus. Si le bus pouvait être gratuit avec des navettes permanentes, ça enlèverait, ça désengorgerait le trafic d'une certaine manière et peut-être même interdire les voitures, interdire ou diminuer le nombre de voitures qui vont au stade et faire en sorte qu'il y ait des navettes à la place. Bon, voilà. Mais on sait très bien. Roger. Oui, Michel. Sans te couper, Roger, c'est le cas. Malheureusement, c'est le cas. Quand je dis c'est le cas, ça veut dire que le gouvernement, à travers les mairies, je prends un exemple. Le maire, par exemple, de Douala 4e, Bouraberi, que vous connaissez sans doute parfaitement, a mis
plusieurs bus, n'est-ce pas, en navette pour pouvoir porter les gens de Bonabéry pour Japoma et de Japoma pour Bonabéry. Sauf que à Douala, on a l'impression que c'est le seul maire autant que moi qui l'ait fait. À Bafoussam également, il y a le maire de Bafoussam qui a initié, n'est-ce pas, ces navettes-là, à Bantoun. Maintenant, on a l'impression que justement, l'action, ou alors les actions ne sont pas, ne sont pas étendues. Ça veut dire qu'à Douala, tous les maires, et Douala a 6 mairies d'arrondissement, tous les maires ne font pas la même chose. Vous avez un maire ou deux qui le font, justement, le reste, n'est-ce pas, ça plombe et on a l'impression que les maires, on a l'impression qu'il n'y a pas des choses qui sont faites parce que ce qui est fait est moindre par rapport à ce qui devait être fait dans l'ensemble. Voilà, bon, c'est un sujet qu'on aura encore abordé, hein, parce qu'on rentre dans des phases maintenant à élimination directe. Merci coach Landry, merci Michel. Un dernier mot pour coach. Coach, rapidement, même si c'était pas l'heure du jour, parle-nous un peu de ton club. Où est-ce que vous en êtes? Quelles sont vos ambitions pour la saison qui va commencer? Ou qui est en cours? Bon, pour la saison qui commence, oui. Pour la saison qui commence, c'est forcément aller chercher le titre. Mais comme je suis rentré en famille, je vais regarder appel à Cannes. S'il va falloir rejoindre rapidement parce que le président m'avait déjà envoyé le billet d'avion qu'appel à Cannes, il va falloir rejoindre. Donc je vais regarder comment ça va se passer ici parce que les 2 premières saisons je les ai passées, j'ai pas eu trop de repos parce que c'est être entraîneur principal dans une équipe qui a fait les gloires d'un pays comme le Congo. Il fallait le faire. Bon, maintenant, j'ai aussi envie de souffler un peu, donc je vais regarder d'ici la fin pour voir comment je dois rejoindre Hugo. Mais si tel n'est pas le cas, je reverrai si je peux me relancer sur place ici. D'accord. Bon, mais coach, on te souhaite tout le succès. Repose-toi. C'est clair qu'être coach d'un club aussi populaire, c'est du stress. Mais je pense que vous aimez ça aussi. Non? Oh, ben, ça fait partie du métier. Exactement. Le stress, ouais, ça fait partie du métier. On vit avec, on s'habitue. Parfois, quand pas dedans, tu en manques. Donc, ça devient un peu comme une petite drogue. Une petite drogue. En tout cas, plein de succès. Profite bien de la CAN, Michel aussi. On sera heureux de te retrouver dans un prochain numéro quand tu as envie, hein, reviens nous voir. D'ici la fin de la CAN, on aura plein de sujets à aborder. Donc, profitez bien tous les deux et à très bientôt. Ok, merci. À très bientôt, Roger. Très bientôt.